La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. L'efficacité n'est pas la solution, selon Daniel Rousse. Il faut plutôt viser la sobriété. Depuis quelques années, l'énergie a pris une place prépondérante dans l'actualité. On en entend parler partout. Tout d'abord, il y a quelques années, ce fut la crainte d'une pénurie massive de gaz naturel qui a poussé les gouvernements à multiplier les projets de gaz naturel de ports méthaniers pour importer du gaz naturel, malgré une opposition souvent très forte de la part des citoyens. Et tous ces projets-là se sont envolés en fumée avec le développement de l'industrie des gaz de schiste. Ensuite, on a eu il y a quelques années une explosion des prix du pétrole qui est passé en 4 ou 5 ans d'à peu près 25 $ le baril à 150 $ en juillet 2008, ce qui a certainement joué un rôle très important pour précipiter une des pires crises financières de l'histoire. Après quelques répits en 2009, le prix du pétrole s'est remis à monter et on a atteint au début de 2011 des prix qui dépassaient de beaucoup le 100 $ le baril, ce qui a ramené, si on veut, la planète dans une crise financière et on s'en va doucement, semble-t-il, vers une nouvelle récession mondiale. Malgré cette multiplication des crises, les gouvernements refusent de débattre vraiment des enjeux centraux énergétiques qui font qu'on se retrouve dans un cycle de crise économique. Mon invité de cette semaine n'a pas peur de traiter de ces enjeux-là. Daniel Rousse est professeur au département de génie mécanique de l'École de technologie supérieure et il s'intéresse de très près aux questions énergétiques et il dirige également la chaire de recherche industrielle en technologie de l'énergie et en efficacité énergétique. Bonjour. Bonjour Normand. Parlez-moi un petit peu de votre chaire. Qu'est-ce que c'est qu'une chaire de recherche industrielle en technologie de l'énergie et en efficacité énergétique? Bien, brièvement, je dirais qu'il y a deux sortes de chaires. La chaire de recherche fondamentale qui s'intéresse davantage à la production de connaissances qu'on va dire fondamentales et la chaire de recherche industrielle qui, elle, est orientée vers des besoins à plus court terme, résoudre des problèmes qui affectent des entreprises qui contribuent au fond de la chaire pour arriver à une solution à un problème particulier. C'est pas d'être sous-contractant. Souvent, il y a plusieurs entreprises en concurrence qui vont financer une chaire de recherche industrielle, mais on est avec un problème plus concret. Maintenant, ce qu'on fait chez nous à la chaire, je parle des technologies de l'énergie, de l'efficacité énergétique, c'est très vaste. Alors, on se consacre à 3 axes. On a l'axe rayonnement qui inclut le solaire. On a l'axe stockage, donc stocker de l'énergie dans de la masse solide, dans de l'eau ou dans des matériaux qu'on dit à changement de phase, comme la glace par exemple. Puis notre dernier axe, très à la mode, qui est la bioénergie, donc les résidus forestiers, gazéification, méthanisation ou même production de carburant liquide. C'est une chaire de recherche qui est très technique. Oui, moi je me définis comme un technologue de l'énergie par rapport à d'autres qui seraient des sociologues de l'énergie ou des économistes de l'énergie qui regardent à une échelle beaucoup plus macro. Nous, essentiellement, on améliore des procédés, on améliore des machines, on conçoit de nouvelles machines ou de nouveaux procédés. Mais en même temps, malgré votre approche avec les 2 mains dans le cambouis, vous avez une vision beaucoup plus large de la question énergétique. Donc on pourrait peut-être commencer par voir un peu dans le cadre de l'énergie, quel est le rôle de l'énergie dans la société et pourquoi l'énergie, on considère que c'est si central à notre développement? L'énergie ou sa maîtrise, c'est ce qui a changé un peu notre rapport à la nature et ce qui explique un peu la société dans laquelle on vit. À partir du moment où on a été capable d'extraire plus que le travail d'un cheval vapeur, c'est une unité que tout le monde connaît. Donc, quand on a domestiqué le feu et la vapeur, on est en mesure de faire de grandes choses comme nos systèmes de transport, nos bâtiments, les villes, la façon dont on le fait et la production de masse d'une foule d'objets de consommation qui nous ont permis d'atteindre le niveau de confort
confort, puis la qualité de vie à laquelle on assiste. Donc l'énergie, c'est le chaînon fondamental, je dirais, de toute la chaîne de production. Ça fait rigoler un peu mes fils, mais c'est le produit de la société avec lequel on produit tous les autres. Sans énergie, on pourrait pas avoir le luxe qu'on a aujourd'hui. Ben, sans énergie, ça ressemblerait au film Quest for Fire que vous avez peut-être vu il y a quelques années, là, mais on serait encore avec des problèmes extrêmement difficiles de survie. En fait, on passerait le plus clair de notre temps à tenter de survivre, soit en cultivant, en élevant du bétail ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans une crise énergétique. Comment vous définiriez le point où on est aujourd'hui? Ben, la crise énergétique, elle est due au fait qu'on a une quantité, je dirais, non renouvelable d'énergie. C'est un terme qui est à la mode, qui est enfoui dans le sol. On passe gaz, charbon, pétrole, qu'on a utilisé abondamment, mais on sait très bien que comme la Terre est finie, un jour, ça aussi, ça va être fini parce qu'on le consomme plus vite qu'il se régénère. Le pétrole, si on n'est pas pressé, c'est renouvelable, mais ça prend des millions d'années. Ensuite, on est capable de domestiquer une partie de l'énergie qui nous provient du soleil, soit en étant capable de la capter dans l'énergie des vagues, dans l'énergie du vent ou dans l'énergie solaire directe, mais c'est de l'énergie solaire. On a une certaine mesure de faire ça. Mais ce qui a explosé aujourd'hui, ce qui provoque la crise, c'est la quantité que chaque être humain s'attend à dépenser sur la Terre. Pendant plusieurs années, il y a eu des iniquités. Il y en a dans d'autres domaines aussi, là, mais il y a une partie du monde qui dépense une quantité je dirais plus que considérable, pour être poli, d'énergie au détriment d'autres personnes qui aujourd'hui aimeraient ça en bénéficier autant. Et si tout le monde se met à dépenser toute cette énergie-là, ben, il va y avoir un gros déficit entre ce qu'on est capable de produire, de capter ou de transformer, puis ce qu'on a envie de dépenser. On a quelques chiffres. Par exemple, pour le Canada, c'est autour de 8 tonnes de pétrole par habitant. Oui, ça dépend des statistiques qu'on consulte, mais on va y aller avec l'Agence internationale de l'énergie, qui est certes un dérivé de l'OCDE, donc qui a un point de vue qui est partisan, mais quand même qui globalement fait un inventaire de tout ce que les gens dépensent. Puis on est à peu près à 8,5, oui. Et si on compare avec d'autres pays? Ben, on est un grand consommateur d'énergie. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a nos résidences, c'est sûr. On peut penser aux individus, aux autres mêmes, mais le fait qu'on est un produit producteur de nickel où on extrait des métaux, etc., c'est sûr que ça a un impact qui est très grand sur notre consommation énergétique. Puis là, je vais faire une parenthèse pour parler de l'Ouest. Bien entendu, il en consomme une quantité considérable pour être capable d'extraire le pétrole dans le sable bitumineux qu'il y a dans l'Ouest. Ici Normand Mousseau, nous parlons aujourd'hui de sobriété énergétique avec Daniel Rousse. Vous dites qu'on est des gros consommateurs. Si on compare avec d'autres pays, les pays européens, par exemple, consomment en moyenne à peu près la moitié de ce qu'on consomme au Canada. Oui, on est en droit de se demander, en fait, pourquoi on en consomme tant quand d'autres pays arrivent à avoir un niveau de vie aussi intéressant, à avoir une qualité de vie que même certains vont qualifier de supérieure à celle qu'on peut avoir au Canada en dépensant 2 fois moins d'énergie. On peut penser même à d'autres pays où les sociétés sont des sociétés que je dirais modernes, un peu différentes des nôtres. Je pense à la Tunisie, puis pas nécessairement à cause de la révolution du jasmin, mais la Tunisie, c'est un pays où les familles comptent environ 2 enfants, les gens ont accès à l'université. Bien entendu, là, je fais abstraction de Ben Ali puis de son régime. Et ce sont des gens qui vivent dans des villes qui sont urbanisées, avec un système de voirie, etc., des systèmes de production énergétique, et eux vivent avec 10 fois moins d'énergie qu'un Canadien moyen. Et ce qui est remarquable dans cette exposition-là, c'est que quand on regarde les niveaux de consommation d'énergie depuis 40 ans, par exemple, ils sont à peu près gelés. C'est-à-dire qu'au niveau canadien, on consomme à peu près 8 tonnes de pétrole de manière constante depuis 40 ans. L'Europe, à peu près 4 tonnes par habitant, la même chose depuis 40 ans, malgré des changements technologiques importants, malgré des bouleversements, malgré des pressions pour diminuer la consommation. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, ce genre d'observation? En fait, si on est vraiment un optimiste un peu aveugle, on peut regarder la consommation de l'OCDE qui baisse.
Et globalement, celle de l'humanité augmente en raison de la Chine et de l'Inde qui ont le goût d'avoir le même rapport à la nature qu'on a en la domestiquant, pour pas dire en abusant. Mais ce qui fait que ça diminue si peu chez nous, malgré l'augmentation des technologies, c'est qu'on assiste davantage de gestes par des